Quand j'étais petit, je voulais être vulcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Ce qui compte, ce n'est pas l'inaction du passé, c'est ce que vous allez faire après avoir lu ces pages, dit Salomé Saké dans son livre « Résister » que je vous conseille. Dans cette seconde partie, Hugo Chevalier aborde la vie à bord de la station en Antarctique. Il parle d'émerveillement, de résistance, de doute, du vent. Tout cela au service du vivant. Ce qui compte, ce n'est pas l'inaction passée, c'est ce que vous ferez après l'avoir écouté. Belle écoute. J'avais envie de te demander finalement une journée type à la station. Une fois que tu as pris tes marques dans les premiers jours, qui ont quand même commencé sur les chapeaux de roue, où tu rentres d'emblée en mission avec ton prédécesseur, mais finalement, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type à la station, ou une semaine type peut-être à la station, en tout cas pour toi? Ça va être compliqué à faire parce que déjà, il y a deux périodes très différentes dans cette mission. Il y a la campagne d'été, où j'explique que c'est vraiment l'effervescence. On est plus de 100 personnes sur la station, des gens qui partent, qui reviennent, etc. Des personnes du siège de l'IPEV qui sont présents sur place. Donc, ma responsable, le responsable logistique, il y a pas mal de monde, les bureaux sont pleins. Et puis, il y a la période d'hivernage, donc on va dire de fin février jusqu'à début novembre, où là, on n'est que 24. Et là, c'est beaucoup plus calme. On est un seul par métier. C'est complètement différent. Mais grosso modo, une journée, ça commence le matin. Moi, je me réveille vers 6h30, 7h, parce que je me couche tôt. Je prends le temps de regarder le paysage par ma fenêtre. Je vais prendre une petite douche. Et puis, je vais au séjour. Donc là, je quitte le dortoir. Je m'habille selon la météo. S'il fait beau, pas de vent, et qu'il fait, on va dire, 0 degré, un sweat, un pantalon, et hop, on sort, on prend la passerelle jusqu'au séjour, donc ça fait 10 ou 20 mètres, et puis là, on peut prendre notre petit déjeuner, il y a le café. Alors moi, je moue mon café, je fais mon café, etc. On prend le temps de discuter avec les personnes qui sont au matinal, qui sont là au petit-déj ou quoi, donc on va retrouver toujours un peu les mêmes personnes. Et puis le travail commence à 8h. Donc, on commence à chaque fois le travail par une réunion technique, un rendez-vous, que ce soit en période d'été ou en période d'hiver, où tous les techniciens, les responsables techniques, etc., voilà, on se retrouve et on définit qui fait quoi. On définit s'il y a des problématiques, s'il manque des mains ou s'il manque du matos, comment on s'organise avec les engins, etc. Voilà, on fait un peu un programme et puis la journée est lancée. Chacun a du travail à faire. Ça peut être beaucoup de travail manuel. Moi, j'avais un peu de travail administratif. Et puis, on fait tous une pause à 10h.
je parle pour les techniciens, hein, parce que là, du coup, je parle de mon métier. Donc, à la technique, on fait une pause à 10h, on se retrouve au séjour, on prend le café, on mange un truc, et puis on retourne bosser, on s'entraide, on a tous une radio. Hein, là-bas, il n'y a pas de GSM, hein, donc on entend la radio, ce que les uns peuvent avoir besoin. Cherche un véhicule, quelqu'un qui dit j'ai à déplacer un truc lourd, je suis tout seul, j'ai besoin de quelqu'un, paf, hop, on va s'entraider. Tout n'est pas complètement planifié et prévu. À midi, c'est la pause déjeuner. Alors là, au séjour, il y a tout le monde de la station qui se retrouve pour le déjeuner. Scientifiques, techniciens, invités, administratifs, etc. Et donc là, il y a un grand déjeuner, c'est la cantine, c'est vraiment sympa. Et on reprend le travail vers 13h30 jusqu'à 17h, me semble-t-il. Et voilà, on fait pas mal de choses là-dessus. Et après, il y a le temps libre du soir. Et chacun va à ses occupations. S'il fait beau, il y en a qui vont se promener. Donc, selon le moment de l'année, donc sur l'île ou sur la banquise, si elle existe. Il y en a qui partent à la salle de sport, il y en a qui partent à la salle de musique. Souvent, je pouvais bosser un peu plus, parce que j'étais un peu tranquille, ou bien j'allais à ma chambre pour lire ou pour vaquer à d'autres occupations. Sinon, on pouvait aussi se retrouver au séjour. Ça arrivait plutôt quand il y avait du mauvais temps. Et là, on retrouvait des camarades qui voulaient aussi s'amuser. Et donc, on a fait beaucoup de jeux de société. Donc, on se retrouvait au séjour et puis on se lançait un petit Merveille du Monde ou un petit risque, voilà, un petit Catan, un petit jeu d'échecs, voilà, on envoyait. Souvent, mais parce que c'était notre équipe qui était comme ça, et notre cuisinier, on se retrouvait en cuisine. Parce que Clément, notre cuisinier, il aimait bien qu'il y ait du monde en cuisine, il aimait bien qu'on lui file un coup de main, et donc on était souvent à la cuisine pour la filer un coup de main, éplucher des patates, préparer à cuisiner, etc. Et puis vers 19h30, c'est l'heure du dîner. Pareil, comme le midi, tout le monde se retrouve, grosse ambiance, parce qu'il y a tout le monde. Donc l'été, on est une centaine, et l'hiver, on est 24. Et puis voilà, on déjeune, etc. Et après, il pouvait y avoir d'autres jeux de société, des gens qui bouquinaient, des gens qui jouaient à la belote, un film qui se lance, et des gens qui retournent dans leur chambre. Moi, je retournais souvent à ma chambre parce que je voulais être couché tôt pour me lever tôt, c'était mon truc. Et donc voilà un petit peu la journée type, en tout cas. Ce que j'entends dans ton témoignage, c'est que finalement, chacun a des rôles déterminés en équipe, que ce soit l'équipe des médecins ou l'équipe cuisine, probablement une équipe ménage, j'imagine. Et puis, toute cette équipe-là au service, finalement, des scientifiques qui sont là pour faire des études, parce que finalement, toi, tu es en soutien technique pour que la base fonctionne, mais l'objectif de cette mission, c'est quand même de faire des recherches sur la banquise. Il y a deux missions, hein, je les ai citées, c'est la recherche scientifique. On va dire que c'est ce qui prend le plus de place dans les activités, dans l'objectif global de la station. Et puis il y a le maintien de la station. Donc le maintien de la station, on va d'abord parler de la sécurité des gens. Donc c'est pour ça qu'il y a notre médecin, c'est pour ça qu'il y a un chef de district qui est responsable de la sécurité globale des personnes, et le fonctionnement de la station, etc. Mais oui, le but premier, c'est la science. Une question très pratico-pratique qui me vient, c'est la gestion des déchets. Alors, tu avais évoqué tout à l'heure, tu as supposé qu'il y avait une équipe ménage. Il n'y a pas d'équipe ménage, il y a des services bases. Et donc, tous les jours, il y a un binôme qui est désigné et qui doit faire un nombre de tâches qui est planifié, de nettoyage des lieux, d'évacuation des déchets, de service à la table, d'aide en cuisine, de nettoyage des sanitaires, etc. C'est un binôme. L'hiver, comme on est 24, en gros, tous les 10 jours, tu es en binôme et tu ne fais pas ton métier. Tu viens pour nettoyer la base. L'été, il y a plus de monde, donc les rotations sont plus longues. Les déchets, eux, ils sont évacués des différents lieux de vie, de travail, vers ce qu'on appelle le local déchet, dont, en tant que responsable technique, j'étais le responsable et j'avais pas vraiment de second pour m'occuper de ça, si ce n'est que j'avais de l'aide régulièrement. Et donc là, les déchets, ils sont déjà au préalable triés. Donc il y a une formation qui est faite à chaque nouvel arrivant dans la station.
que je faisais en expliquant quel type de déchets on met où, comment on identifie aussi des déchets pour pas retrouver des emballages plastiques brillants dans l'aluminium par exemple. Et donc une fois formés, les gens trient, il y a un contrôle qui est fait, c'est déposé au local déchets. Et au local déchets, c'est moi qui dois travailler là-bas. Tous les déchets, de toute façon, doivent quitter l'Antarctique. Donc on va avoir des déchets à conditionner. Donc on met ça dans des presses, c'est mis en carton, de type plastique, de type tout venant, donc qui est pas triable, qui est souvent des matériaux composites. Et là, il y en a beaucoup. Je prends l'exemple d'un chausson. Un chausson, c'est du plastique, c'est du polyester, c'est une semelle en caoutchouc, etc. Donc ça ne se trie pas, ça veut dire que c'est mis au tout venant. L'aluminium, le verre, etc. Tout ça est trié, conditionné, mis dans des fûts de kérosène vides, mis dans des cartons, mis dans des bacs, mis dans des conteneurs. Et puis c'est géré comme ça. Moi, je tenais le stock de ces choses-là. Et après, ça doit partir. Chaque année, ça part. Oui, donc finalement, les déchets sont rapatriés oui. sur le continent par la suite. Merci. Le seul déchet qui n'est pas rapatrié, ce sont les déchets organiques qui peuvent être rejetés dans l'environnement. Et donc, on a un broyeur en cuisine et ça part à l'égout directement. L'égout, l'eau n'est pas traitée, ça part directement dans la mer, qui pose un problème de conformité par rapport à la charte de l'Antarctique, mais qui environnementalement ne pose pas vraiment de problème vu le tout petit volume de déchets jetés. Et sinon, tous les déchets organiques qui ne sont pas broyables, donc tout ce qui vient des oiseaux, donc les os de poulet, etc., tu ne peux pas les mettre dans l'environnement parce qu'on est dans un endroit ornithologique. Tout ce qui n'est pas broyable, les noyaux, machin, ça c'est mis dans des bacs qui sont dehors, donc ça gèle, et puis c'est rapatrié ensuite, me semble-t-il, en Australie. Et tous les autres déchets, à part la ferraille qui est recyclée en Australie, tous les autres déchets, le plastique, etc., ça, c'est envoyé en France. Et il y a quand même des déchets qu'on incinère, donc tout ce qui est papier, carton et bois. Ça repart jamais, ça c'est détruit sur place. Et c'est un circuit court pour chauffer, ou c'est converti en chaleur ou pas? C'est récupéré? Non, il y a un incinérateur, on met le papier. Ce que j'ai aussi entendu dans ton témoignage, c'est qu'il y a une organisation donc, du travail en journée, où chacun a ses missions. Et il y a aussi toute une vie de loisirs, j'allais dire d'errance presque, pour finalement s'occuper dans son temps. Donc une salle de musique, une salle de sport, et finalement il y a toute une vie qui se crée en mission après le temps de travail. C'est quelque chose que tu as apprécié dans cet environnement? Ah ouais, complètement, il est vital. Il est vital, donc chacun y trouve de quoi se nourrir dans ces moments-là. Moi, j'ai apprécié particulièrement jouer aux jeux de société au séjour, dans les trucs collectifs, ou faire quelques balades aussi. Et puis sinon, seul, moi j'allais plutôt dans ma chambre, ou dans le séjour quand c'était calme, et puis je lisais, ou je faisais d'autres choses. Et c'était important. Et puis l'aide en cuisine, l'émulation qu'il y avait autour de la cuisine était vraiment très intéressante pour nous. Ouais, un endroit de partage ouais, très, très important, en tout cas pour toi qui es fin gourmet de bonne bouffe. J'imagine que ça a été des temps extrêmement précieux pour toi. Ouais, c'était important, et parfois il y avait Clément qui faisait un appel radio, on va perdre les pommes, vite, faut faire de la compote, et donc on se retrouvait à 10 en cuisine à éplucher, préparer la compote, et ça nous faisait de la compote pour 2 mois, et voilà, c'était ce genre de choses, quoi. Quand tu as parlé de ton départ et de ton arrivée sur la banquise, tu parles des animaux que tu as pu observer, notamment sur le bateau, puis à l'arrivée sur la banquise. Et tu as dit cette phrase que j'ai trouvée chouette, c'est finalement les animaux, on les laisse passer, puisque ce sont nous sommes les intrus, donc nous laissons passer les animaux, nous les laissons dans leur environnement. Et dans ce que j'ai entendu, c'est finalement presque un autre rapport, non seulement à l'animal, mais à l'environnement de manière générale, qui là aussi est un autre repère. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, je reviens sur ce que j'ai dit au début, et qu'il fallait bien comprendre le contexte de la mission,
et en l'occurrence le contexte historique. La base du Mont d'Urville a été créée dans les années 50 par des ornithologues venus pour étudier les manchots empereurs. Il faut savoir que sur du Mont d'Urville, sur cette île, il y a tout un archipel sur le côté du glacier, dont la plus grosse île, il y a la station, mais il y a d'autres îles, et niche ici une colonie de manchots empereurs. Il faut savoir que les manchots empereurs, c'est pas une grosse population en Antarctique, il n'y a pas des manchotières à tous les coins de rue, et il y en a une là. Donc, il faut comprendre qu'à la base, ça a été fait pour la recherche scientifique, pour la recherche ornithologique. Ensuite, les chartes de préservation de l'Antarctique de 1958 et puis ensuite des années 90, qui ont été beaucoup initiées et pilotées par la France, c'est de créer une réserve naturelle, donc l'Antarctique, donc c'est énorme. Enfin, je ne sais plus combien de fois, ça fait la taille de... Je crois que ça fait 3 ou 4 fois la taille de l'Europe, dédiée à la science. Donc on est là, le sens de cette station, de ces missions, c'est la réserve naturelle, la science, l'ornithologie, la biologie, et donc c'est tout ça. Et donc on nous dit dans notre séminaire que là-bas, nous sommes les intrus, et qu'on ne doit pas interagir avec la nature. Déjà, c'est interdit, et ensuite, c'est vraiment ce qu'on ne doit pas faire. Il n'y a que les biologistes, les scientifiques qui étudient le vivant là-bas, qui ont leurs limites d'approche des animaux, qui ont le droit de les déranger dans le cadre de leur travail. Nous, on n'a pas le droit. On doit faire avec, on doit aider la science, donc les scientifiques, s'ils ont des manips à faire, s'il faut aller l'aider à tenir un phoque pour mettre un transpondeur, on va l'aider. Mais on est chez eux. C'est une zone qui est étudiée. Et donc, par exemple, oui, sur une passerelle, si tu es à pied et qu'il y a un manchot Adélie qui est là et qui te regarde, tu fais rien. Tu le laisses passer, tu lui mets pas la pression. Quand tu es avec un engin, c'est pareil. Et parfois, ça m'est arrivé d'attendre... je pense que le plus long que j'ai attendu pour que tes manchots passent, c'est peut-être 30 minutes ou 40 minutes dans mon engin à attendre qu'il passe. Donc vraiment, c'est le plus important. On a chaque année des comportements qui ne sont pas adéquats, évidemment. T'imagines qu'il y a autant de personnes qui passent sur la station, tout le monde n'a pas... même si on est sensibilisé, tout le monde ne comprend pas tout. Et par exemple, il y a tout un écosystème donc sur ces îles, les manchots empereurs, les plus grands manchots, les manchots Adélie, donc on est sur une colonie, ils nichent sous les bâtiments, sous les passerelles, ils sont avec nous, c'est pour ça que je dis que des fois il faut les laisser passer, on est envahi par ces manchots. Ils ont leurs prédateurs, il y a les skuas, ça ressemble à des gros goélands gris, eux, leur objectif, c'est d'aller attraper des petits manchots pour les manger. Il y a tout ça. Et donc, je prends une anecdote cette année, enfin, en tout cas, l'été où j'étais là-bas, il y a un skua, donc ces gros goélands gris, là, qui ont peur de rien, qui attrape un bébé manchot Adélie, donc c'est tout petit, c'est un poussin, et puis il se met sur la route parce qu'il y a de la place, puis il se met sur la route pour commencer à le manger, quoi. Et pas forcément à le tuer, à le manger. Et donc là, il y a quelqu'un qui sort de son véhicule et puis qui chasse le skua pour sauver le manchot Adélie. Voilà. Donc là, il a commis une erreur, une faute, et donc pour ça, il s'est fait rappeler à l'ordre. Donc il a été convoqué, il me semble-t-il, par le chef de district ou chez les biologistes en disant écoute, on a très bien dit qu'on n'a pas le droit de s'approcher des animaux à moins de 20 mètres. C'est la règle. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la nature et tu n'as pas le droit de faire ça. Donc voilà, on peut avoir envie de sauver l'animal qui est mignon contre l'animal qui nous paraît hostile, mais non, il n'y en a aucun qui est ami et il n'y en a aucun qui est hostile. Nous, on est les intrus, il faut les laisser faire. C'est ce que j'allais dire, le terme qui m'est venu, c'est, il y a plusieurs termes qui sont venus, c'est la morale. C'est que finalement, nous, on arrive avec notre regard et notre morale de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas, l'impur, et on va considérer que le prédateur qui mange le poussin et on va connoter finalement ce qui est en train de se passer avec nos regards, alors qu'on est hyper intrusif finalement dans l'écosystème et dans l'équilibre de cet écosystème.
Ouais, mais ça, alors là, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que le problème, c'est la culture de l'homme occidental, de toujours vouloir dompter le vivant. Donc là, c'est exactement ce qu'a fait la personne, mais pour avoir vécu quelques années en dehors de l'Occident, les personnes qui vivaient en Côte d'Ivoire, par exemple, ils vont voir un animal manger un autre. Je veux dire, ils vont pas intervenir. Ils sont pas du tout dans cette espèce de culture de je contrôle mon environnement, quoi. Donc, ce que j'ai fui en comportement dans les industries où j'étais en Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai compris qu'il y avait une autre vision du monde possible, un autre paradigme que celui de l'occidental qui veut tout contrôler, à la Descartes, hein, et je l'ai retrouvé en Antarctique où on nous a bien dit qu'on était des intrus et qu'on doit respecter les choses et qu'il fallait insister parce que l'homme blanc il veut tout manipuler, il veut tout faire, il veut s'installer. Ça pose même la question de est-ce que c'est bien d'avoir une station là-bas, quoi. Une invitation donc, chers auditeurs, chères auditrices, que j'aimerais vous proposer, c'est finalement de voir comment vous interagissez avec votre environnement. Est-ce que vous êtes intrusif avec les animaux qui vous entourent? Est-ce que vous avez finalement ce réflexe de chercher à contrôler, à juger ce qui vous entoure? Comment finalement vous êtes avec votre environnement? C'est la prochaine invitation de cet épisode. Est-ce que est-ce que tu as en tête un souvenir avec un animal que tu as vécu pendant ton séjour là-bas, qui t'a marqué? Avec un animal? Ou une colonie, hein. En tout cas, un souvenir qui t'a marqué dans justement cette présence, ta présence dans cet environnement où il faut être à la fois délicat, presque effacé. Est-ce que tu as un souvenir? Oh, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai pas mal pris de temps à contempler, à regarder les animaux. J'ai un souvenir très rigolo. C'était début décembre, donc ça faisait même pas un mois que j'étais là-bas. Toujours, je me réveille très tôt. Et là, c'était un dimanche et il y avait ce qu'on appelle un vent katabatique. C'est-à-dire que le vent descend du continent, il prend de la vitesse en descendant du continent, il arrive sur nous, et donc on a une sorte de vent constant donc qui vient du sud, froid. Il était constant à 100 km/h avec peut-être des rafales à 120. Et donc je pars tôt le matin, je préviens à la radio, parce qu'on doit toujours prévenir ce qu'on fait, que je vais me promener autour de l'île sur la banquise. Donc je suis sur la banquise, il y a plus de 100 km/h de vent sur cette grande plaque blanche. Donc je risque pas de tomber, hein, c'est un vent qui est constant, c'est pas des rafales et tout. En revanche, on est en plein été, donc les manchots, ils font des allers-retours depuis leur colonie pour aller dans la Polynie, hein, d'où on vient, nous, à 30 km, pour aller pêcher le poisson, manger de la nourriture, le plancton, etc. Et donc sur la banquise, tu as les petits manchots à Delhi, en groupe, qui ont toujours l'air un peu maladroits sur la banquise, qui sont en plus dans ce vent de 100 km/h. Et en fait, tu les vois, on dirait des quilles de bowling. Et puis de temps en temps, t'en as un qui tombe à cause du vent. Il roule, il glisse, il tape les autres, ils tombent tous, ils glissent sur la banquise, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Franchement, c'était rigolo, incroyable. Ils étaient dans leur milieu, ils n'avaient pas l'air de... C'était normal pour eux, hein, du vent comme ça, il y en a tout le temps. Donc ouais, ce petit moment était vraiment sympa. J'étais seul sur la banquise, il y avait les manchots, là, ils s'en foutaient complètement de moi, ils glissaient. C'était vraiment très, très, très rigolo. C'était vraiment très, très rigolo. Mais j'en ai plein des souvenirs. Il y a ces souvenirs où je suis allé accompagner les ornithos sur la colonie de manchots empereurs. Donc là, c'est sur le continent. Donc il faut marcher sur la banquise dans l'archipel, entre les rochers, pendant, je sais pas, 20-30 minutes. Hein, il y a 2 kilomètres. Et là-bas, on peut monter sur un rocher qui surplombe cette colonie.
Et là, c'est impressionnant parce qu'on voit ces milliers d'individus regroupés ensemble. On est avec les ornithos pour les aider à observer des choses. Donc en observant, on apprend des choses sur leur comportement. Il y a des couples, il y a des petits, ils se volent les petits, ils se volent les cailloux, ils changent d'endroit. Il y a les pétrels géants d'Antarctique, c'est une sorte d'énorme albatros qui vient et qui guette, voir s'il n'y a pas un petit à l'écart pour le manger, etc. De voir tout ça, ouais, c'était impressionnant. J'ai quelques photos, quelques vidéos impressionnantes et je pense qu'on pourra faire écouter un peu cette ambiance parce qu'elle est incroyable. Incroyable. Tout à l'heure, tu as évoqué le sens de la station et ses origines, ses missions. Et j'avais envie de te poser la question pour toi de qu'est-ce qui fait sens pour toi dans cette mission? Pourquoi ça faisait sens pour toi, cette mission? Le sens, c'est le sens de comment dire, c'est le sens collectif, l'utilité collective, à savoir que si on a pu créer, donc je reviens sur l'historique de la station et même de l'Antarctique, si on a pu créer l'Antarctique comme étant un continent réserve naturelle, c'est grâce à la recherche scientifique, comme prétexte, mais aussi comme explication à ce qu'on doit protéger. C'est par les missions en Antarctique qu'on a pu faire les plus profondes et les plus vieilles carottes de glace de l'humanité et confirmer que l'humain a un rôle majeur dans le changement climatique actuel. Et donc, il faut mener des actions pour continuer à préserver notre environnement, pour continuer à préserver le vivant. C'est grâce à ces missions scientifiques qu'on peut avoir des arguments à présenter aux politiques. Aux politiques, je ne parle pas forcément des personnes, hein, je parle au milieu politique pour faire la différence avec le milieu de la science. Et c'est ce qui permet de justifier de protéger des espèces, de protéger des espaces. Et donc, le sens, il est là. Si on comprend le vivant pour le préserver, il y a un sens pour moi qui me paraît assez utile, assez moral. Si c'est de la science uniquement pour accumuler des connaissances propres à l'homme, donc de manière très égocentrique, je prends des connaissances, j'apprends à savoir comment vit tel ou tel animal, et puis c'est de la connaissance pure pour l'homme qui sert à rien d'autre. Pour moi, c'est complètement inutile. Il faut que ça serve le vivant, sinon c'est pas bon. Le problème, c'est que dans tout ça, il y a des coûts et des gains. Il y a un coût environnemental, est-ce qu'il y a une station, est-ce qu'il y a des expériences qui doivent mener. Le coût, ça va être de l'argent, ça va être de la pollution, donc du CO2, des déchets, etc. Ça va être des coûts, ça va être des risques que tu prends. Évidemment, qu'en conduisant des engins autour de la station, il est possible d'écraser un manchot. Donc ça fait partie des coûts. J'ai pas eu de connaissance d'accident, en tout cas moi, de mon année, hein, mais j'imagine que ça a pu arriver. Puis tu peux avoir des manchots qui se blessent dans les infrastructures, ils se coincent le pied entre deux câbles, ils meurent pendant la nuit, bon bah voilà, il y a eu un problème. Donc il y a quand même un coût, et le gain c'est de protéger le vivant, quoi, de nous. Ça paraît un peu globalement paradoxal, c'est-à-dire que on doit apprendre du vivant pour le protéger de nous. Bon, ça peut poser des grandes questions. Et là, on va entrer dans des questions philosophiques et c'est pas l'objet là parce qu'il faudrait beaucoup de temps et sans doute plus de compétences et de connaissances que je n'ai pas. Mais ça va poser des questions et je donne un exemple. Ce qui s'est passé, parce que maintenant c'est officiel, il y a une station de recherche australe sur l'île d'Amsterdam, comme il y en a sur Kerguelen ou Crozet ou du Mont d'Urville. Et il y a eu un accident technique électrique qui a créé un incendie sur cette île et l'île a brûlé entièrement. Ça s'est passé il y a quelques mois. Et là, le coût, il est terrible. C'est-à-dire qu'on va là-bas pour étudier la faune, l'environnement de cette île, pour justifier à préserver en tout cas ce lieu, mais d'autres lieux similaires, hein, avec d'autres espèces similaires. Mais au final, on y va puis on détruit l'île. Ça fait poser des grandes questions quand même. Ça fait quand même poser des grosses questions. Bon, après, sur du Mont d'Urville, si même toute la station brûle, toute la station brûle, peut-être qu'il y a des dommages collatéraux sur les animaux, mais ils vont s'en remettre. Mais voilà, on perturbe quand même, on perturbe les choses, donc on perturbe le vivant,
pour le sauver. Il faut vraiment faire attention, quoi. Et clairement, de ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est un échec. Parce que tu étudies une île pendant des décennies, il y a de la connaissance scientifique qui est créée pour protéger les animaux, etc. Puis à la fin, l'île, elle brûle. C'est terrible. C'est terrible. Donc ça fait poser des questions. J'ai pas de réponse, mais j'espère qu'on continue à faire dans la recherche scientifique, permettre de mener des actions. Aujourd'hui, et donc là je change un peu de sujet, aujourd'hui quand tu regardes la courbe des émissions de déchets par l'humain, en prenant en compte tous les déchets, c'est-à-dire ceux que tu mets dans l'atmosphère, que tu mets dans le sol, malgré la recherche, malgré les connaissances, il n'y a pas de décision politique qui a permis de changer de cap pour l'instant. Donc, est-ce qu'on continue de produire de la connaissance qui peut avoir aucun effet sur le comportement politique, ou alors il faut faire autre chose, je sais pas. Mais là, pour moi, il y a une grosse problématique. Justement, si on part du principe que le changement, en tout cas le déclic, viendra d'en bas, c'est-à-dire du citoyen, en tout cas moi c'est un avis personnel, mais je pense que ça viendra plutôt d'en bas. Quelle serait ton invitation pour les gens qui nous écoutent par rapport à ça? Tu vois, qu'est-ce que tu... En toute humilité, évidemment, hein, mais comment tu nous inviterais à faire bouger les choses à notre échelle? Eh bien, à comprendre. Déjà, j'invite à lire le livre de Camille Etienne, Pour un réveil écologique, qui explique que on n'est pas impuissant et que c'est une impression et qu'il faut se défaire de ça. Et donc, il ne faut pas s'arrêter simplement à une simple indignation, mais il faut inviter à l'action. L'action, elle peut se faire de plein de manières. Aurélien Barraud invite, en tout cas les ingénieurs, parce que je l'avais rencontré en tant qu'ingénieur, l'action qu'il propose aux ingénieurs, c'est d'arrêter d'agir. L'action que propose Edgar Morin ou Salomé Saké, c'est de considérer qu'il faut résister, parce que c'est un devoir, et que c'est pas juste un droit. Il ne faut pas juste résister parce qu'on a envie de le faire, c'est qu'il faut le faire, même si on n'a pas envie de le faire. Donc eux, c'est passer à l'action en résistant, de plein de façons. Ça va être de discuter, de partager les choses, ça va être de continuer à apprendre, parce qu'on ne peut aimer les choses que si on les connaît. Et donc si tu apprends qu'il y a plusieurs sortes de pinsons, plusieurs sortes de plantes dans ton jardin, tu vas commencer à les apprécier et à leur attribuer de l'empathie. Puisque ce qui manque aujourd'hui à l'humanité, clairement, c'est de l'empathie. On est complètement égocentré sur nos propres individus Homo sapiens, mais on a perdu toute empathie du reste du monde. Je parle d'un point de vue global, puisqu'on exploite, on détruit, et qu'il faut créer des ressources scientifiques pour justifier aux politiques. Et puis au final, ça ne marche pas, parce que même s'il y a des zones protégées qui sont créées, on continue de ravager les océans. On continue à manger du poisson comme si c'était normal, alors que ça ravage les océans, et que s'il n'y a plus de vie dans les océans, il y aura moins de nuages, de précipitations sur les continents, et donc à la fin ça dérègle tout, et à la fin c'est nous qui allons mourir. Hein. Donc voilà, quel est le sens? Il faut vraiment qu'à la fin il y ait quelque chose d'utile, et je pense que le truc le plus utile, le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Pas en tant qu'homo sapiens, mais en tant que vivant. Et donc il faut préserver le vivant, et pas que nous. Et donc c'est ça qui est important. Le sens doit aller autour de la vie. Parce que sans la vie, en fait, on n'existe plus. Donc c'est le vivant le plus important. Donc le sens, il est là. Alors, on continue de rêver avec combativité, et on rêve grand. Être créatif, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la transformer à coups d'idées et d'actions. La joie n'est pas une faiblesse, c'est un acte de résistance. Rire de leurs idées rances, c'est déjà les désarmer un peu. Résister de Salomé Saké. Ce qui me paraît le plus important, c'est le vivant, sa préservation, son respect. On a beaucoup de choses à faire là-dessus, on a beaucoup de choses à apprendre, à déconstruire.
Je parle au niveau de notre société, de notre culture, voilà, des sociétés humaines. Et que pour développer notre empathie envers le vivant, il faut apprendre à le connaître. Alors, tu parles de la connaissance pour être empathique. Et moi, j'avais envie de t'emmener vers l'émerveillement. Et j'avais envie de te demander ce qui t'avait le plus émerveillé, si tu avais un souvenir qui t'avait émerveillé. Parce que je considère que quand on est émerveillé par ce qui nous entoure, on a envie de le préserver. J'aime dire que je m'émerveille chaque jour de la vie. J'adore, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me lève aussitôt tous les jours. C'est pour écouter les oiseaux. Donc je m'émerveille tous les jours à écouter les oiseaux. Je le faisais en Côte d'Ivoire. Je le fais en France. Je l'ai fait en Antarctique. Et donc tous les jours, je prends le temps de me dire ça, de contempler, d'écouter, de remarquer une petite nuance que je n'avais pas remarqué la veille, dans le paysage, dans le son, mais surtout avec les oiseaux. Ouais. Je peux m'émerveiller autour de ça, autour des plantes aussi, mais il n'y en avait pas en Antarctique. mais voilà, c'est tous les jours, que ce soit en Antarctique, ici, il n'y a pas besoin de bouger pour s'émerveiller du vivant, même si j'avoue que dans une zone urbaine, ça peut être un peu compliqué parce qu'on va voir que des pigeons. On est très vite. On peut très vite être émerveillé à côté de chez nous. Ce sera la prochaine invitation, chers auditeurs, celle de s'émerveiller. Si vous preniez chaque jour un petit temps pour vous émerveiller de la vie qui est autour de vous, c'est la prochaine invitation de cet épisode. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'aimerais que tu nous racontes ton retour sur Terre, entre guillemets, évidemment. Quand tu reviens de la mission, déjà, est-ce que tu as bien vécu la fin de la mission? Et finalement, quelles sont tes envies quand tu reviens chez toi? Alors, j'ai bien vécu la fin de ma mission. Je l'ai trouvé difficile parce que c'était long, parce qu'on était isolés, parce que on développe tous là-bas un syndrome d'hivernage polaire qui est documenté, qui ressemble un peu à une petite dépression qui a des hauts et des bas. Donc voilà, mais j'étais content de partir. J'étais content de rentrer. Ouais, j'étais content d'entrer, de retrouver autre chose, de retrouver de la liberté. Je pense que c'est ce qui manquait tout simplement le plus. La liberté, le chant des passereaux, les fruits et les légumes frais. Et j'étais content de revenir. Après mon retour, on me pose souvent la question de « Ah ouais, comment t'as vécu ton retour? Ça fait quoi de revenir ?» etc. Le truc, c'est que ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Je pars à l'aventure et je reviens. Je change de continent, de culture, de climat, de météo, de santé, de l'alimentation. Donc voilà, j'ai souvent fait ça et donc j'ai l'habitude de revenir et de voir que il y a plein de choses qui n'ont pas changé malheureusement. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé bien heureusement. Et voilà, et je revois les gens. J'ai l'impression parfois d'avoir soit fait un voyage dans le temps, soit m'être arrêté dans le temps. Ça dépend du prisme que je peux prendre sur les gens ou le contexte que j'ai au retour. Mais le retour se passe toujours très bien pour moi. Avant le mot de la fin, Hugo, j'aimerais bien que tu nous partages, si tu es d'accord évidemment, un dernier conseil pour nos auditeurs sur ce qu'on vient d'échanger là depuis le début. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de douter. C'est un conseil moral, c'est presque une sorte de discipline, c'est de douter de soi, de douter de ses certitudes, de douter de ses sensations, de ses émotions, de ses sentiments, de ses réflexions, voilà, mais surtout de ses certitudes. Pour douter, il faut apprendre, il faut découvrir des choses, ça permet de changer de repère, de changer de point de vue, de changer de temps,
de changer d'espace. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est un travail à faire quotidiennement. Et voilà, de douter. Je pense que c'est le meilleur conseil parce que c'est ce qui nous permet de se demander si on est toujours sur la bonne voie. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien, c'est mal? Et du coup, quand on doute, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on croit savoir, mais qu'en fait, on ignore ou qu'on croit et qu'on ne sait pas du coup. Et donc, je vous invite pour bien douter, pour bien se remettre en question, d'apprendre. D'apprendre de manière scientifique, de manière critique, en lisant des auteurs sérieux qui sont validés par leurs pairs, qui font de la démarche scientifique, de la méthode scientifique, des sciences sociales, des sciences politiques. C'est clairement ce que je vous invite à faire en lisant le livre de Camille Etienne ou de Salomé Saké, qui s'appelle Résister, qui appelle vraiment à ces perspectives-là. Parce que on se trompe tout le temps dans la vie, et c'est important de se tromper, de le réaliser, parce que on pourra prendre un meilleur chemin, on pourra comprendre que en fait, c'était peut-être pas si terrible que ça d'être ingénieur et toujours trouver des solutions dans un système défaillant, et qu'il y a peut-être autre chose à faire, que de découvrir qu'en fait, il n'y a pas que l'homme, tout ce qui est anthropogène autour de lui, donc tout ce que crée l'homme crée plein de choses, des bâtiments, de la culture, des sons, des réflexions, des objets, mais tout ça c'est créé par l'homme. Et on en est, de manière égocentrique, à ne penser qu'à ça, et à oublier qu'il y a autre chose qui s'appelle le vivant. Et qu'en découvrant aussi la culture du vivant, l'art du vivant, sa beauté, ses interactions, on apprend à l'aimer. Et donc, en apprenant à l'aimer, on apprend à avoir de l'empathie pour le vivant, à être moins égocentrique envers les humains, et de changer vraiment de point de vue et de se rendre compte que c'est merveilleux et que c'est magnifique. Merci Hugo. Une dernière question. La prochaine aventure, tu sais déjà à quoi elle ressemble? Elle est en cours? Ouais, l'aventure, elle est déjà en cours, c'est l'aventure pour le vivant. Donc, c'est ce que je suis en train de réaliser, de démarrer en ce moment, c'est de créer une ferme agricole où la stratégie principale, c'est la préservation du vivant. Donc, comment créer une exploitation agricole qui fonctionne socialement, environnementalement et économiquement pour participer à une préservation du vivant. Voilà. À très bientôt dans ce cas, Hugo. À très bientôt pour un nouveau rêve. Merci pour tout.